Respirer la vie, partie 5. Le retour à mes racines. Chapitre 21. Les retrouvailles. En 2022, ma famille biologique m'a retrouvée grâce aux réseaux sociaux. Je ne m'y attendais pas, ou plutôt je n'y pensais plus vraiment. De cette façon qu'ont certaines attentes de s'estomper avec le temps, sans disparaître complètement, de se déposer dans un endroit moins accessible de soi où elles continuent d'exister sans demander d'attention, sans faire de bruit. La vie avait continué comme elle continue toujours, par-dessus les manques et les questions sans réponse, par-dessus les silences qu'on apprend à habiter, faute de pouvoir les combler. Cette continuation-là, que la vie s'accorde sans vous demander si vous êtes prêt, qui avance parce qu'elle n'a pas d'autre façon d'être, je m'étais construite. J'avais ma famille adoptive, ma mère, mes repères en France, une vie qui tenait debout, qui tenait vraiment. Pas seulement en apparence, de cette façon qu'ont certaines vies de se construire solidement, précisément parce qu'elles ont dû se construire sur ce qui manquait, parce que l'absence peut être aussi une fondation, à condition de le savoir. Le Vietnam était là, quelque part en moi, présent comme une note de base qu'on n'entend pas distinctement, mais qui donne sa couleur à tout le reste, qui est là dans chaque accord sans jamais se mettre en avant. Et puis un message, deux, trois, plusieurs d'affilée. Votre famille vous cherche. Une demande de contact, un visage sur un écran que je reconnaissais et qui me ressemblait. Ce moment-là, cette seconde-là précise où le visage inconnu et le visage familier se superposent, où on cherche dans les traits de quelqu'un les traces de ce qu'on a toujours connu, où le sang parle une langue que la mémoire n'a pas apprise mais que quelque chose de plus profond reconnaît quand même. Mon petit frère, celui que j'avais quitté quand j'avais 5 ans, et lui pas encore 2, ce nourrisson-là, cette présence informe et proche que j'avais laissée sans savoir que je la laissais, sans avoir le vocabulaire pour mesurer ce que voulait dire laisser. Il a maintenant une vingtaine d'années, un homme entier avec sa vie propre, ses façons à lui d'être dans le monde, ses habitudes, et ses humours et ses silences que je ne connais pas encore. Il s'est marié il y a quelques mois. Mes sœurs sont là aussi, l'horticultrice qui fait pousser des lys, qui travaille avec ce que la terre produit de plus fragile et de plus beau, qui attend une petite fille d'ici 2 mois. La fleuriste avec son mari garagiste. Elle travaille avec les fleurs, elles aussi, cette coïncidence-là, ou ce qui n'en est peut-être pas une façon que certaines choses ont de se transmettre quand on les enseigne, de circuler dans le sang sans demander la permission. Et ma mère biologique, celle qui m'avait écrit des lettres en vietnamien, celle qui avait expliqué l'abandon comme on explique un acte d'amour parce que c'en était un, celle qui avait continué à chercher pendant des années avec cette obstination tranquille, des gens qui n'ont pas renoncé, qui avaient gardé mon ancienne adresse et qui écrivaient encore, mon père, ma grand-mère avec son sourire et son regard pétillant. Elle est décédée le lendemain du mariage de mon petit frère. Ils étaient tous là, de l'autre côté de l'écran, dans ce petit rectangle lumineux qui contient maintenant des choses que je n'aurais pas su contenir dans une phrase il y a encore quelques années. Ma mère adoptive était assise à côté de moi, ce n'était pas une réunification de film. Pas de larmes spectaculaires versées en même temps que des révélations fracassantes qui reconstruisent tout en une seule scène, pas de musique qu'on pourrait mettre dessus pour signaler au spectateur ce qu'il doit ressentir. Ce n'est pas fait pour ça, pas fait pour être regardé, pas fait pour être raconté facilement, pas fait pour les formes narratives qui demandent de la clarté et de la résolution. C'est plus discret que ça, plus prudent. Des gens qui se retrouvent à des travers des fuseaux horaires et des langues qui ne se parlent plus vraiment de part et d'autre. Le vietnamien que j'ai perdu, le français qu'ils n'ont pas, Google Traduction qui aide beaucoup et qui trahit quand même, qui traduit les mots sans traduire ce qui est entre les mots, qui cherche doucement comment exister les uns avec les autres, quel espace occuper, quelle place prendre, avec quelle fréquence, avec quelle profondeur, sans brusquer ce qui est encore fragile, ce qui n'a pas encore de forme stable et qui pourrait se défaire si on appuyait trop fort, trop vite. On fait des visios de temps en temps, on prend des nouvelles maladroitement, avec les mots qu'on a et ceux qu'on n'a plus, dans cette zone étrange où deux langues se cherchent sans tout à fait se trouver, où les silences se sont chargés d'une façon différente, des silences ordinaires chargés de tout ce qu'on ne sait pas encore dire, de tout ce qu'on aurait pu se dire pendant 27 ans et qu'on n'a pas dit parce qu'on ne se connaissait pas. On se regarde dans des petits rectangles lumineux et on cherche les ressemblances dans les pommettes, dans les mains, dans la façon de sourire peut-être, dans ces détails imperceptibles que le sang transmet sans demander la permission, qu'aucune distance, aucune frontière, aucune adoption ne peut tout à fait effacer. Je ne sais pas encore ce que cette relation deviendra, je la laisse exister à son propre rythme, sans forcer, sans projeter dessus ce qu'elle devrait être selon les scénarios que j'aurais pu imaginer ou que d'autres auraient imaginé pour moi. Elle est ce qu'elle est, imparfaite, intermittente, traversée de malentendus, que la traduction ne résout pas toujours. Précieuse quand même, précieuse précisément parce qu'elle existe, alors qu'elle aurait pu ne jamais exister. Parce qu'elle a survécu à 27 ans d'absence et à toutes les raisons qu'on aurait pu avoir de ne pas chercher.
Ce que je sais, c'est que quelque chose s'est refermé le jour où j'ai revu leur visage pour la première fois. Pas complètement, ces choses-là ne se referment jamais complètement parce que les absences longues creusent des formes dans le corps et dans la mémoire qui ne disparaissent pas entièrement, mais quand on les comble, même quand on reçoit enfin ce qu'on attendait sans savoir qu'on attendait. On ne récupère pas ce qu'on n'a pas eu, on reçoit autre chose à la place, quelque chose de différent, de réel, qui existe dans le présent et non dans le passé qu'on n'a pas vécu, qui a sa propre valeur sans être la compensation de ce qui manquait, mais partiellement, suffisamment, de façon à ce que quelque chose en moi respire différemment depuis ce jour-là. Pas plus facilement, pas sans effort, pas avec une légèreté qu'on imaginerait peut-être de loin, mais différemment. Avec quelque chose de moins tendu dans ce qui portait cette absence-là depuis si longtemps, quelque chose qui avait appris à tenir sans relâcher, et qui ce jour-là a relâché un peu. La petite fille qui avait marché sans se retourner sur ce chemin de terre, qui avait pris la main de sa nouvelle maman et qui avait su avec cette certitude silencieuse que les enfants ont pour les choses définitives qu'elle ne reverrait plus, cette petite fille-là reconnaissait enfin quelqu'un, reconnaissait des visages qui lui ressemblaient, des mains qui ressemblaient à des mains, cette façon de tenir la tête ou de sourire qui vient de quelque part avant soi, qui se transmet sans s'enseigner, qui était là dans ces petits rectangles lumineux et qui disait quelque chose qu'aucun mot n'aurait pu dire si aussi directement. Quelque chose qui venait d'avant l'avion, d'avant la neige dans le bol, d'avant le prénom changé et la langue perdue à tous les commencements qui avaient suivi ce premier arrachement. Une boucle pas tout à fait bouclée parce que les boucles parfaites n'existent que dans les films et les contes, dans ces récits-là qui ont besoin d'une clôture pour avoir une forme, qui ne peuvent pas se permettre les fils qui pendent et les questions qui restent ouvertes et les choses qu'on ne s'expliquera jamais complètement. La vie, elle se permet tout ça. Elle laisse des fins inachevées, des débuts tardifs, des retrouvailles qui ressemblent autant à des rencontres qu'à des retours, qui sont les deux à la fois sans être entièrement ni l'un ni l'autre, mais en train de l'être, doucement, à son rythme, avec la patience de ce qui a déjà attendu longtemps et qui sait maintenant qu'il peut encore attendre un peu, parce qu'il a la certitude que quelque chose existe de l'autre côté, que l'attente n'est plus dans le vide mais dans le temps, et que le temps, lui, finit toujours par faire quelque chose de ce qu'on lui confie. Chapitre 23. Rencontre. Je me suis inscrite dans une agence matrimoniale il y a un mois. Ce n'est pas un aveu de défaite, je tiens à cette précision parce que quelque chose dans la façon dont les autres reçoivent cette information ressemble parfois à de la pitié ou à de l'étonnement, comme si chercher avec méthode était moins noble que de trouver par accident, comme si le hasard avait plus de valeur que la volonté. C'est un choix conscient, posé, réfléchi, de ce qu'on fait quand on a suffisamment regardé en face ce qui ne fonctionnait pas pour essayer autre chose, quand on a compris que répéter les mêmes gestes en espérant les résultats différents n'est pas de l'optimisme mais de l'entêtement. Après des années de rencontres par hasard, d'applications, d'histoires intenses et brèves qui se ressemblaient dans leur façon de commencer, cette électricité du début, cette évidence immédiate et dans cette façon de finir, cette extinction qui arrive trop vite, qui laisse moins que ce qu'elle avait promis, j'ai décidé d'essayer quelque chose de différent, quelque chose qui présélectionne sur des critères de compatibilité et d'intention, pas sur une photo vue 3 secondes un soir de fatigue, pas sur le hasard d'un algorithme qui ne sait rien de ce qu'on cherche vraiment parce qu'on ne le lui a pas encore dit, parce qu'on ne se l'est peut-être pas encore dit ça à soi-même. J'ai eu plusieurs propositions, aucune n'a vraiment matché. En regardant honnêtement pourquoi, avec cette honnêteté-là qu'on doit à soi-même quand on veut comprendre plutôt que me se justifier, je vois quelque chose que je ne peux pas ignorer. Mes critères d'élimination sont rapides, très rapides. Pas assez intéressants, peu de points communs, trop croyants, trop occupés, pas d'alchimie immédiate, cette alchimie-là, précisément cette chose qui doit arriver tout de suite ou pas du tout, qui ressemble à un signal d'alarme autant qu'à un signal d'intérêt. Je balais vite et je balais beaucoup avec cette efficacité-là qui ressemble à de la clarté et qui est peut-être autre chose, peut-être une façon de ne pas s'exposer, de ne pas donner le temps aux choses de devenir ce qu'elles pourraient devenir si on leur en laissait. Et puis, il y a Wim, je tiens à faire aussi, une fille de 11 ans, une forêt à lui. Cette possession-là étrange et belle, posséder une forêt en étant responsable, la connaître arbre par arbre, des projets de tiny house au bord de l'étang, cette façon de penser l'habitation comme quelque chose de minimal et d'essentiel, de réduire plutôt qu'accumuler, une façon d'habiter le monde qui m'avait parlé avant même qu'on se rencontre, qui disait quelque chose sur ce qu'il était avant que je le sache vraiment. En 5 jours, j'avais rencontré sa fille, visité une maison avec lui, marché entre les arbres, ces arbres à lui, sous ce ciel-là, avec cette lumière particulière que les forêts ont en fin de matinée quand le soleil passe entre les troncs. 5 jours et j'étais déjà dedans, complètement comme à chaque fois, avec cette totalité-là qui est ma façon d'être dans les choses, qui ne connaît pas le demi-engagement, qui ne sait pas rester au bord. Après qu'on ait libéré les tensions ensemble, il m'a demandé où était garée ma voiture, manière subtile de me congédier, qu'on s'arrêtait là. Ces mots-là, prononcés avec cette façon directe qu'ont certaines personnes de dire ce qui est vrai sans l'atténuer, sans chercher à une formulation plus douce, ces mots qui ne laissent pas de place au malentendu, qui ferment la porte clairement, proprement, sans la laisser entr'ouverte pour qu'on puisse croire à une autre interprétation. Je pourrais ne retenir que la déception, il y en avait une, réelle, concrète, de celle qui s'installe dans le corps avant même que la tête ait fini de comprendre ce qui s'est passé.
Mais ce qui me retient davantage, ce qui me demande davantage d'intention que la déception elle-même, c'est cette observation que je ne veux plus esquiver, que j'ai essayé d'esquiver peut-être pendant des années en lui trouvant des explications différentes sur les histoires et qui revient maintenant avec une clarté que je ne peux plus congédier. En 5 jours, j'avais déjà tout ressenti, le temps, l'énergie, l'imagination, cette version possible de l'avenir qu'on commence à construire dans sa tête avant même que le présent soit établi, qu'on habite par anticipation comme si le fait d'y croire pouvait l'accélérer. Et cette intensité-là qui me fait sentir vivante, qui me convainc que quelque chose existe vraiment, qui ressemble à une preuve, à une confirmation que ce qui se passe est réel, est important, et c'est aussi cette intensité-là, précisément, qui brûle vite, qui consume avant de construire, qui transforme en cendres ce qui aurait pu devenir des fondations et, si on lui avait laissé le temps, d'être autre chose que de la braise. Je commence à comprendre vraiment comment, pas seulement formuler avec les mots justes ce qu'on n'a pas encore intégré, pas seulement reconnaître intellectuellement ce qu'on continue d'ignorer dans la pratique, que ce qui me fait vibrer, ce que je recherche à construire, ce n'est peut-être pas la même chose, que l'électricité du début et la solidité du long terme obéissent à des lois différentes, qu'elles ne se produisent pas nécessairement ensemble, qu'on peut avoir l'une sans l'autre et l'autre sans l'une, et que je n'ai peut-être pendant longtemps cherché l'une en croyant chercher l'autre, que j'ai appris à confondre l'intensité avec la profondeur, ces deux choses qui se ressemblent dans les premiers temps, qui produisent des sensations similaires et qui divergent ensuite de façon irrémédiable. La rapidité avec l'évidence, comme si la vitesse à laquelle quelque chose arrive était une mesure de sa valeur, comme si ce qui prend du temps était moins vrai que ce qui se déclare tout de suite. C'est une distinction difficile à intégrer quand on a été câblé comme je l'étais, par l'adoption, par les pertes, par cette façon d'aimer fort et vite, comme si le temps était toujours compté, comme si chaque attachement devait être complet avant que quelque chose vienne l'interrompre, parce que les choses s'étaient déjà interrompues, parce que le corps sait ce qu'il a appris et qu'il l'applique même quand les circonstances ont changé. Cette urgence-là qui ressemble à de la passion et qui est aussi une façon de se protéger de tout prendre maintenant parce que maintenant est la seule chose dont on soit sûr. Mais la distinction est là, devant moi, clairement cette fois. Et la voir, vraiment la voir, pas comme une idée abstraite, mais comme quelque chose qui concerne ma vie réelle, mes choix réels, ce que je veux vraiment construire, c'est quelque chose. C'est peut-être le commencement de quelque chose, c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Chapitre 24. Les choses de la vie. Alors, j'ai un podcast, des choses de la vie, celui que tu écoutes en ce moment. J'y parle de ma vie, de ce que je traverse, de ce que j'observe dans le monde et en moi-même, ces observations-là quotidiennes, qui n'ont pas l'air de choses, de grands-choses prises séparément et qui disent quelque chose d'important quand on les accumule, quand on leur fait confiance. Des choses simples et belles, de l'art de profiter du temps présent, vraiment en profiter. Pas juste le traverser en regardant ailleurs, pas juste cocher les cases de ce qui constitue une vie sans habiter vraiment aucune d'entre elles. C'est la voix de mon grand-père que j'y entends parfois, cet homme qui avait fait la guerre à 18 ans, qui avait perdu Jeanne dans un accident de voiture en revenant de l'hôpital, qui avait posé ses 4 doigts marqués par le labeur sur ma tête et qui me disait quand même jusqu'au bout avec cette conviction-là, qui n'avait rien de naïf, la vie est belle. Je transmets ce qu'il m'a transmis, sans l'avoir vraiment choisi, parce que certaines choses passent de génération en génération sans demander la permission. Pas comme des images qu'on accepte ou refuse, mais comme de l'air qu'on respire sans savoir qu'on le respire, qui devient une partie de ce qu'on est avant qu'on ait eu le temps de décider si on le voulait. J'écris des poèmes seul et parfois à 4 mains avec quelqu'un qui comprend ce que les mots font quand on les choisit bien, qui sait ce qu'on écrit ensemble, dit ce qu'on n'aurait pas dû su dire séparément. Je dessine, j'écoute beaucoup de musique, une musique qui prend toute la place quand elle entre, qui ne demande pas la permission, qui réorganise quelque chose à l'intérieur avant même qu'on ait eu le temps de décider si on était prêt à être réorganisé. Je vais avec ma mère au cinéma, à la cité musicale, écouter des concerts symphoniques, ces concerts-là avec ce que l'orchestre fait à l'air d'une salle, cette façon qu'a la musique jouée en direct de ne pas ressembler à la musique enregistrée, de prendre un espace différent, d'atteindre quelque chose de différent. Au musée, en balade, dans le jardin botanique, parmi les plantes, qui ont des noms latins et des façons d'être au monde entièrement différentes des nôtres. On s'est construit un rythme, ma mère et moi, des sorties régulières, du temps partagé. Cette régularité-là, qui n'est pas de la routine mais de la confiance, qui dit qu'on se choisit encore, qu'on continue de se choisir, que cette relation-là a traversé le deuil de mon père sans s'y noyer et a continué à exister de l'autre côté, à s'approfondir, à devenir quelque chose de doux et de stable, de cette douleur-là qui n'est pas la fadeur, qui est la couleur des choses qui ont tenu. Ce n'est pas rien, c'est même beaucoup. Je le dis sans modestie, parce que ce que j'ai avec ma mère a coûté quelque chose, a traversé quelque chose et mérite d'être nommé pour ce que c'est. Il y a une ironie dans tout ça, que j'ignore pas, que je n'ignore pas, que je ne peux pas ignorer, que je regarde en face avec ce mélange d'amusement et d'inconfort qu'on a pour les vérités qui nous concernent directement.
Je conseille les autres sur la légèreté, sur la beauté du présent, sur l'art de ne pas passer à côté de ce qui est là, maintenant devant soi, de ne pas sacrifier le présent réel à un futur hypothétique ou à un passé irrémédiable. Et dans ma vie amoureuse, je porte le poids du passé et l'inquiétude du futur, les enfants que je veux, la famille que je n'ai pas encore, quelqu'un qui reste vraiment, quelqu'un que je n'ai pas à laisser partir. Cette liste-là, de ce qui manque encore, de ce qui n'est pas encore là, de ce que je cherche toujours dans mes histoires qui commencent vite et finissent de même. Ce que je transmets dans le podcast, cette capacité à trouver la beauté dans le simple, à être là, à ne pas rater ce qui est présent au nom de ce qui est absent, c'est quelque chose que j'applique partout dans ma vie. Sauf peut-être là où j'en aurais le plus besoin. Dans l'amour, je cours encore, je brûle encore, je compte encore ce qui manque plutôt pour ce qui est, ce calcul-là, permanent, de l'insuffisant, de ce qui n'est pas encore, de ce qui devrait être différent, de ce qui me fait défaut. Comme si dans ce domaine-là, précisément, la sagesse que j'offre aux autres s'arrêtait à la porte. Ne franchissez pas le seuil, restez dehors, pendant que je continue à l'intérieur avec mes vieilles façons de faire. Je le sais, et le savoir ne suffit pas toujours à changer les choses. Pas immédiatement, pas linéairement, pas de cette façon propre et définitive qu'on voudrait que la connaissance de soi produise, mais c'est un commencement. Le commencement de quelque chose qui avance, même quand on ne le voit pas avancer, même quand on a l'impression de piétiner. Je travaille dessus, lentement, avec patience, cette même patience que j'ai pour les autres, cette capacité à les accompagner dans ce qui se prend, dans ce qui prend du temps, à ne pas leur demander d'aller plus vite que ce dont ils sont capables, et que j'apprends difficilement à avoir pour moi-même. Pas encore naturellement, pas encore sans effort, mais avec une intention que je renouvelle, une décision que je reprends chaque fois que je l'oublie, comme on apprend une langue qu'on a perdue, mot par mot, souffle par souffle, avec ces mots-là qui reviennent d'abord comme des sons sans sens, qui trouvent peu à peu leur sens, qui s'installent dans la bouche avec plus d'aisance, qui finissent par appartenir à nouveau à celui qui les prononce. En sachant que le retour est possible, que les langues perdues ne sont pas mortes, qu'elles attendent quelque part, qu'elles répondent quand on les appelle, avec assez de patience et assez de douceur, même si le retour est long, même si c'est imparfait, de cette imperfection-là qui n'est pas un échec, mais la forme réelle que prennent les choses vraies, les choses vécues, plutôt que rêvées, même si ce n'est pas encore terminé, il n'a pas besoin d'être terminé pour être réel.